À Milhaud, en Aveyron, les mains se content une histoire, se transmettent un savoir, une expérience du geste, une culture. Peau contre peau, elle dialogue avec la matière, la palpe, l'épouse. De cette relation épidermique, de cette transformation émane la fierté d'une signature et le sentiment d'exister. Mais la rentabilité économique n'a que faire de ces considérations, de ce rapport entre l'art et le travail. Donc tout ça, c'est votre dentelle, jusqu'en bas. Donc ça, c'est vu, ça, c'est vu. Bon, la porcerie. Donc pour celui-ci, Voilà. oui, non, ça, c'est bien. C'est pas mal, hein, c'est joli. Oui, là, Monsieur Caven, c'est un gant, un motard, un peu plus large que celui-ci, Celui-là, ouais. parce il faudra qu'il soit plus large pour pouvoir froncer sous la passementerie, ça qui fasse aura un un pli. lien ici. Enfin, c'est pas ce motif, mais donc quand ils seront faits, il y aura une cordelière qui resserrera ici. C'est le même modèle, mais Ça changé. sera, non, celui-ci est plus large. Parce Et il qu'il est faut plus qu'il large pour le fronce gantage. Voilà, Pour le il gantage. faut qu'il fonce sous la Mais passementerie. d'apparence, c'est le même. Voilà. On en fera aussi avec des bijoux. Et je vous enverrai Oui, comme pour vous à la coudre, main. voilà. Il paraît qu'autrefois, ils avaient obtenu le droit de porter l'épée. Et tout le monde travaillait, les petits, les grands, les maigres, les gros, tout le monde. Il n'y avait pas de chômeurs hein, en ville. C'était un métier intéressant, propre, à l'abri du froid et du chaud. Les yeux, c'est beau, les yeux. Mais d'abord, on va avec les doigts, on touche tout. Un gosse, il touche tout. On y dit toujours, ne touche pas, ne touche pas. Alors qu'il faut qu'il touche. Et vous savez, des grèves de 6 mois, sans salaire à la maison, sans revenu, sans rien. C'est difficile, hein? Longtemps, la classe ouvrière a traîné ça. Mes mains s'en souviennent aussi. Hein. Ah si, je m'en souviens de la matière. Compagnon, celui qui mange son pain avec. Compagnonnage, association d'ouvriers solidaires. Un compagnon gantier devait tout connaître du travail du cuir. 4 années d'apprentissage, 3 de compagnonnage et réaliser un chef-d'œuvre. Ça prend bien l'humidité et on le laisse pomper pendant un moment. Ordonnance de l'an 1656. Que celui qui voudra être reçu et parvenir à la maîtrise par chef-d'œuvre sera tenu de tailler et couper bien 5 pièces d'ouvrage, du dit état de gantier parfumeur, c'est à savoir une paire de mitaines à 5 doigts de peau de loutre à poil, un gant à porter l'oiseau de peau de chien, comprenez gants de fauconnier, nervés de tout d'une pièce, sans aucun bout de doigt en coutelure ni effondrure. Une paire de gants conçus à l'anglaise à double fourchette et sans couture au long. Tailler et fourrer un manteau de lapin blanc, apprêter des peaux d'agneau, de renard et de fouine. Enfin, être maître, artisan gantier et recevoir l'épée. Mélange
je tire au large pour donner la taille de mon vis. La largeur de la main. C'est parfait. Tout petit, ma mère, elle me mettait assis dans une boîte en carton, à côté de la machine, et elle me gardait là. Elle travaillait à la machine, elle me gardait, j'étais dans une caisse en carton, et je m'amusais, à côté de la machine. On va passer au démarrage, là, comme quand j'étais un peu plus grand, je regardais travailler mon père. Je ramassais les petits morceaux qui tombaient par terre, et je faisais des gammes avec ces petits bouts. Voilà. Ça, la gamme est bien établie. Et bien sûr, alors petit à petit, ça vient le goût du travail, le goût de toucher le cuir, le goût de toucher la peau. C'est là qu'on prend goût au métier. Et alors tous les deux, je les ai vus toute la vie, je les ai vus travailler tous les deux ensemble. Il faut qu'il y ait autant de cuir d'un côté que de l'autre. Hein. Mon père a sa table, ma mère a sa machine. Et là, pareil, bien travailler le cuir, tirer toutes les parties. J'allais au lit, ma mère était à la machine, mon père était à la table. Quand je me levais, tous les deux, ils étaient aussi au travail. Vous voyez, on nous donne la forme de notre gabarit. Un petit coup sur la côte, on appelle ça tirer le gain sur la côte. C'est pour faire rentrer un peu de cuir dans ce doigt. Le maître doigt est toujours dur à ganter, alors il faut y mettre un peu plus de cuir. Voilà, la mise au calibre. On contrôle avec le calibre fendu, c'est bon. Vous voyez là, c'est le calibre fendu qu'on appelle l'emplacement du pouce. Voilà. Le gamme est rabattu et cousu le long du petit doigt. On aurait dit à un gantier, à l'époque, tu veux faire comptable, tu veux faire rentrer à la banque, tu veux rentrer au chemin de fer, personne n'aurait voulu. Aucun gantier n'aurait changé avec quiconque le métier de gantier. Jamais. À Millau, presque tout le monde faisait gantier. Le coupeur gantier, c'était le ténor du travail aux pièces. Il faisait ce qu'il voulait. Mais en revanche, il travaillait le dimanche, il travaillait après souper. Il prenait le travail chez lui, ou alors une salle spéciale à l'usine, et il faisait le travail à son idée. Chez Guibert, par exemple, il y avait une salle exprès pour les coupeurs aux pièces. Quand je faisais visiter l'usine à des gens étrangers, j'étais toujours un peu gêné de pénétrer dans cet atelier parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver, ou plutôt je savais trop bien ce que j'allais trouver. À 9h, il y en avait un qui s'était voué aller chercher un litre de vin, des morceaux de saucisse, morceaux de fromage, et il mangeait jusqu'à 9h30. Puis il reprenait le travail. Mais étant donné qu'on ne leur payait que le travail qu'il faisait, ça ne nuisait pas au patron. C'était toléré. Nous, on s'en défendait, quoi. Le patron nous disait, oh, quand vous voulez, vous allez à la pêche. Quand on avait envie d'aller jouer au boule, on partait, on allait jouer au boule. Heureux quand je ne les trouvais pas en train de manger un morceau de saucisson ou un fricando. L'été, on allait à Millau-Plage, à se baigner. On allait jouer au ballon. C'était un métier doré. Je me rappelle dans ma jeunesse, les jeunes millavoises qui se baladaient sur la montre, mais elles sortaient de chez elles de petites rues comme ici, mais vous y disiez, mais c'est magnifique, elles sont habillées comme des reines, elles sont élégantes, elles ont des jupes, elles ont des robes, elles ont des gants. On commence à coller ça, si vous voulez. Une ouvrière gantière vivait au moins aussi bien, si ce n'est mieux, qu'une institutrice ou une enseignante ayant fait pas mal d'études et ayant de bons diplômes. Quand on m'a donné ma première quinzaine, je l'avais dans la main là, et je suis monté à la maison, et maman elle a pleuré, tout le monde a pleuré, et on était tellement heureux d'avoir ce pot d'argent.
Et mes premiers souvenirs, c'est mon oncle disant à ma mère, tu sais, la plus grosse clientèle de l'usine Buscarlet, c'est les midinettes parisiennes. Et tu sais, à l'heure actuelle, nous faisons 7000 douzaines de gants par mois. C'était un truc énorme, 7000 douzaines de gants par mois. Le soir, surtout l'été, il faisait chaud. Tout le monde descendait sa chaise, sa petite table, son tabouret. Et puis, elle faisait un peu de cousu humain, elle faisait un peu de fourré. Et tout le monde discutait. Et pendant ce temps-là, les hommes, ils allaient faire un miécanou. Miécanou. Un canou, c'est un canon de vin. Et alors là, la demi-bouteille de vin. Millau, autrefois, travaillait des milliers et des milliers de peaux d'Éthiopie, des métis d'Éthiopie. Il en est rentré des montagnes, il faisait des gants magnifiques avec ses peaux. Des maisons comme Jonquet ou Buscarlet avaient des bureaux de vente en Suède, à New York, etc., quasiment dans le monde entier à cette époque-là. Et on ne disait pas M. Guibert, hein. On disait M. Paul, M. Charles, M. Victorin et M. Victor. Alors là, il y avait tout. Il y avait la teinturerie, on faisait rentrer les agneaux avec le poil et ils ressortaient en gants, dans la même usine. Et on faisait donc des quantités de gants énormes à l'exportation, et la marque américaine s'appelait Kislav. Et à cette époque, si on demandait à un Américain, quand on parle gants, qu'est-ce que vous dites? Il disait Kislav. Et la maison Buscarlet avait, à ce moment-là, ouvert en Amérique une agence qui vendait sur toute l'Amérique. Il y avait des voyageurs, il y avait un directeur américain. Nous étions très fortement implantés en Amérique. Entre une peau du Lot, bon, une peau de race Lot, une peau de race Laconne, une peau de race, ce qu'on appelle les métis d'Arles, c'est-à-dire des peaux un petit peu croisées avec des mérinos ou autres, au niveau de la peau, vous ne pourrez pas les mélanger, je vous assure, on ne peut pas les confondre. C'est pas possible. Chaque peau, comme chaque animal vivant, a ses propres caractéristiques. Et si l'on regarde 1000 bêtes vivantes, donc 1000 peaux obtenues à partir de ces 1000 bêtes vivantes, chaque bête vivante étant différente de sa voisine, chaque peau a ses propres caractéristiques. Et on n'arrivera jamais à avoir 1000 peaux homogènes. À chaque peau que tu as, à chaque part de peau que tu as sur laquelle tu vas faire un gant, par exemple, bien, tu as un problème. Et ce problème, il faut le résoudre. Par le dépeçage, de prime abord, et ensuite par l'étabillonnage. C'est-à-dire que tu as une discussion avec la peau, tu as une relation intime avec ce morceau de peau.
Au fond de la matière pousse une végétation obscure. Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. Et en 25, j'avais à peine 12 ans, j'étais déjà à l'usine. J'avais même pas fait la première communion. Et on faisait coursière, on était dans une grande usine là-bas, avenue de Gambetta, c'était Guibert Frères. Il y avait des contre-maîtresses, elles vous donnaient des gammes pour aller les porter chez les femmes en ville. Parce que il y avait toutes les machines en ville, elles faisaient les gammes. Puis il y avait le cousu main. Mais le cousu main, ça partait plutôt dans la campagne. Je vous le laisse faire. Quand même pas, parce que... faut quand même pas tirer tout à fait droit. Faut faire la bonne main. Même chose suivante. Question France. À la campagne, les femmes faisaient ça, considéraient certaines comme étant un appoint pendant qu'elles gardaient des fois quelques brebis pour avoir un peu d'argent de poche. Enfin, c'était lié un peu à la mentalité qui existait dans les campagnes. Et puis aussi au fait qu'il y avait des pressions qui étaient exercées sur elles pour qu'elles se contentent de ce qu'on leur donnait, soit par des petits notables, soit par le clergé à l'époque. Et alors nous, on était contre cela, parce que ça rejouait vis-à-vis des salaires de la ville le même rôle que jouent les conditions de travail actuelles dans le tiers-monde par rapport aux pays développés. Et les patrons considéraient souvent que le travail que faisaient les femmes était un salaire d'appoint pour les ménages. Donc ça comptait moins que le salaire des coupeurs. Et les coupeurs, de ce fait, étaient confortés dans un égoïsme professionnel, un individualisme qui faisait que si les revendications féminines constituaient un frein par rapport aux leurs, eh bien, ils demandaient aux femmes de s'effacer. C'était comme ça avant. Le matin, quand 8h sonne, ah ouais, naturellement que j'ai assez par cœur même. Vous nous la chantez? Oh, alors maintenant, ils vont me faire chanter. Oui. Alors j'y vais? Oui. Attendez alors. Le matin, quand 8h sonne, dans les rues, sur les boulevards, de petits pas pressés résonnent pour ne pas arriver en retard. Sur leurs pas, portant une passe, la frisette en tire-bouchon, la petite gantière passe. Oh, maintenant, je ne me rappelle plus. Monsieur le secrétaire, comme nous vous l'avons exposé de vive voix, il résulte, de façon évidente, que l'exportation vers les États-Unis, autrefois notre meilleur client, est en régression importante. Non. En régression inquiétante. Point. Devant le danger que court notre industrie, nous vous proposons de revenir au tarif du 1er juin 1929, diminué de 20%. Point. We are individualists.
De violents mouvements de grève ont éclaté en différents points des États-Unis. San Francisco, à Cleveland, la grève générale vient d'être déclarée pour soutenir les revendications de leurs camarades du port. La police est forcée d'intervenir pour protéger les bâtiments contre la fureur des manifestants et les gardes doivent charger à plusieurs 150 000 grévistes, poussés par les éléments extrémistes, menacent d'arrêter le ravitaillement de la ville. Car ouvriers et patrons se refusent également à toute concession. Demander plein pouvoir et l'on s'attend à la proclamation de la loi martiale. Monsieur le Président, nous avons réuni successivement les teinturiers, palissonneurs, mégissiers, employés en ganterie et ouvrières, employés en ganterie et coupeurs. Nous avons l'honneur de vous informer que vos propositions ont été rejetées à l'unanimité. La cessation du travail a été votée à une grosse majorité à la date du 27 courant. Nous vous serons obligés de communiquer cette décision à vos collègues. Je ne suis pas très au clair sur ce qui s'est passé en 1934. D'abord parce que j'étais trop petit, trop gamin à ce moment-là. Les grandes grèves de 1934 venaient, je crois, des Américains, qui avaient en même temps refusé des commandes de gants et demandé une forte baisse de prix sur les gants qui étaient livrés par les ganteries françaises, pas seulement Millau, mais françaises vers les États-Unis. Il y a eu ce conflit parce que quelqu'un m'a demandé, les syndicats ont demandé l'augmentation, mais puis comme ça se fait souvent, on veut l'augmentation, mais le patronat n'a pas voulu céder, et voilà comment ça s'est fait. Hein. Alors, tout ce qu'on en sait, évidemment, c'est que il y avait des difficultés économiques et que les patrons voulaient réduire le salaire pour pouvoir tenir le coup sans entamer ce qui leur appartenait. Voilà les raisons de la grève. La grève générale du personnel ouvrier des usines de ganterie de Millau est effective depuis ce matin. Elle atteint 3500 ouvriers environ. Il n'est pas possible de prévoir à l'heure actuelle si l'ordre sera ou ne sera pas troublé. Monsieur le préfet, des bandes d'énergumènes, excités par les provocations des militants révolutionnaires encore en liberté, malgré les graves inculpations dont ils font l'objet, se sont livrés à des actes de vandalisme qui ne peuvent rester impunis. Les excitations des meneurs qui y jouent un rôle actif sont toujours suivies des faits. Ils donnent libre cours à leurs instincts de pillage et se livrent à des violences sur les personnes et sur les biens. Près des halles, des barricades sont dressées au moyen de matériaux, rails de wagonnets, tables, bancs, charrettes à bras. Des câbles sont tendus au travers du boulevard Sadi-Carnot, dans le but évident de gêner éventuellement les charges à cheval. À raison d'une brigade en moyenne par usine, il faudrait instamment en renfort 3 pelotons mobiles à cheval et 3 pelotons mobiles à pied.
bas ceci, à bas le reste, et du passé surtout faisons table rase. Cela veut-il dire qu'il faut détruire le gant de Millau dont le passé est millénaire? C'est la révolution qui commence. Elle sera terminée quand les Millavois, au lieu de vendre leurs gants au monde entier, achèteront bien cher à leurs frères rouges de Patagonie ou d'ailleurs de vulgaires mitaines timbrées de la faucille et du marteau. Monsieur le Préfet, notre Assemblée générale remercie Monsieur le Préfet des efforts qu'il tente pour amener la Chambre syndicale des fabricants de gants à réduire ses propositions de baisse salariale à un taux de l'ordre de 15 à 18% au maximum. Mais c'était toutes les usines qui étaient en grève. Toutes. Moi, j'avais que 3 ans à cette grève de 35. Je me rappelle quand même que mes parents m'allaient chercher la soupe populaire à la Maison du Peuple. Et ça marque. Hein. Et il y avait la neige, il y avait tout ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. Et ces pauvres chevaux, ils en prenaient. Hein. Pas moi, pas moi. Mais on allait tous les jours à la Maison du Peuple. Et puis des fois, les gardes mobiles, ils nous arrêtaient comme ça. Mais on était toujours prévenus. Et vous savez, des grèves de 6 mois, sans salaire à la maison, sans revenu, sans rien. On n'avait rien, aucune ressource. C'est difficile, hein. On avait une ardoise chez l'épicier, on avait une ardoise chez le boulanger, et on ne se sortait pas de là. Depuis le conflit qui a éclaté le 27 décembre 1934, le comité de grève assure en grande partie le paiement de la consommation du lait. Nous avions pensé qu'en raison des circonstances pénibles que traverse la population ouvrière, un geste aurait été fait par les laitiers de Millau et les environs. Le comité de grève vous demande s'il vous est possible de réunir tous les laitiers de votre ressort et de leur indiquer qu'à partir de ce jour, le litre de lait ne leur sera plus payé à la Bourse du Travail que 1,20 franc. Mademoiselle, pendant que vous êtes chez vous sans travail, je me permets de venir vous demander si vous ne voudriez pas venir à Espalion. Vous n'ignorez pas que Monsieur Loret a monté ici une ganterie qui devient tous les jours de plus en plus importante et où nous sommes très nombreuses et très contentes. Mon père qui avait des commandes, il a monté une affaire à Espalion, un petit atelier à Espalion où on a travaillé. Et toutes les commandes qu'on recevait, c'était à Espalion qu'on les faisait. Alors, ceux de Millau étaient fous, bien sûr, il y avait des bagarres là aussi. Comment ils appelaient ça, les Verts, non, il y avait un surnom, je ne sais pas comment ils s'appelaient, ceux qui montaient à Espalion, parce que il y en a qui montaient à Espalion, qui voulaient travailler. Alors il me prend dans une salle, là, et puis il m'a dit, voilà, nous allons compter des pots pour les expédier à Grenoble. Alors j'ai dit, ben, vous pouvez toujours courir, moi je ne toucherai pas une peau. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit non, moi tous mes amis sont en grève, et c'est pas à moi de compter les pots pour les expédier à Grenoble. Et alors j'ai pas voulu, et alors le patron, il m'a dit, là, à ce moment-là, il m'a dit vous, parce qu'il me tutoyait. Il m'a dit, je suis obligé, vous savez, monsieur Paul, vous ne me prendrez pas les mains, je trouverai toujours du travail. Mais pour compter vos pots, je ne les compterai pas. J'étais un peu têtu. D'abord, je le suis encore. Et alors, je suis parti, et je suis allé à la Maison du Peuple, là-bas. Il y avait la Maison du Peuple, c'était des grandes réunions. Et alors, le monsieur m'a dit, raconte-moi ce qu'on t'a fait. Camarades, J'ai dit, on ne m'a pas fait grand-chose, on m'a mis à la porte. je vous lis la lettre adressée au préfet. Monsieur le préfet, l'Assemblée générale des grévistes du 28 écoulé nous a chargé de vous adresser la protestation indignée contre les procédés révoltants de brutalité commis sans motif par les gardes mobiles sur de paisibles habitants. Un soir, on a eu une réunion par des enseignants, un professeur
du collège, le père de Claude Bessières, qui est un militant à ce moment-là de gauche, qu'on respectait quand même au point de vue valeur, nous a fait une conférence. Il a dit « L'homme a une valeur ». Et il a continué en disant « Je ne crois pas en Dieu, je crois à l'être humain, je crois à l'homme, l'homme, l'unique Dieu qui puisse sauver l'homme ». Je me reprends, c'est bien porté. Eh bien, c'était une drôle de parole. C'est resté là. Acceptez-vous les bases de contre-propositions suivantes faites au syndicat patronal par le syndicat professionnel, demandant que le prix de la journée soit porté pour les hommes à 30 francs, pour les femmes à 15 francs. Votez tous en masse. Ils sont rentrés, premièrement, par une tendance qu'on appelait les chrétiens, syndicats chrétiens. D'autres n'ont pas voulu rentrer. Et alors, à ce moment-là, ça a fait les rouges d'un côté, ceux qui n'ont pas voulu rentrer, et les jaunes, tous ceux qui sont rentrés. 900 ouvriers environ, parmi lesquels, il est vrai, figurent les éléments de désordre les plus actifs, demeurent inoccupés. 2 syndicats maintiennent l'ordre de grève. L'importante reprise de travail permet d'envisager dès à présent la réduction des forces réunies à Millau pour le maintien de l'ordre. Alors, c'était un dilemme. Chez moi, ma mère, il n'y avait pas le sou. J'ai dit, écoute, vous n'avez même pas de quoi faire cuire une soupe, vous n'avez pas une patate, vous n'avez presque rien à la maison. Et alors? Eh bien, papa est rentré avec d'autres. Eh bien, entre amis, entre copains, ils se sont fâchés. Il nous disait de tenir. Seulement, cette fois-là, on est resté 6 mois et on est rentré comme des imbéciles. Seulement, il y en a beaucoup comme moi que je n'ai pas voulu rentrer. Moi, il y a la grande gérante de chez Guibert qui m'a dit « Tu sais, si tu venais t'excuser... » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux que je... » J'ai dit « Mais je n'ai pas à m'excuser, j'ai rien fait, moi. » Et alors après, je ne suis pas rentré chez Guibert. Parce que je ne voulais pas aller me dire au patron que... Dites, j'y avais rien fait, moi, au patron. C'est lui qui m'a mis dehors. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Il a fallu attendre les mieux années 50 pour qu'on puisse parler sérieusement de nos problèmes de ganterie sans avoir à traîner ce boulet de la grève de 1935. Et après la guerre, il y a eu comme une mutation de société qui fait que de même que petit à petit on n'a plus porté de chapeau, on n'a plus mis de gants. Vous voyez pas ces filles à bouger porter des gants, vous? Et non, après ça... Ils disent vrai, là, mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en cause. Effectivement, la mode permet... on y agit dessus, ils n'ont jamais agi sur la mode. Ils ne sont pas donné les moyens, les circuits commerciaux aussi. Un des patrons d'une grosse usine de Millau se présentait aux élections législatives et il disait aux ouvriers, dans son discours électoral, « Rassurez-vous, la ganterie a encore de beaux jours devant elle. » J'ai pas pu m'empêcher de monter sur l'estrade
et de raconter mon expérience de ce que j'avais vu dans un pays où les ouvriers étaient payés avec un lance-pierre. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un conseil à vous donner, c'est de surtout pas faire apprendre le métier à vos enfants. Si vous aviez vu la réaction, le candidat à la députation Mahagonide Sotis, et je suis descendu de l'estrade sous les injures et les sifflets de la salle. Et c'est pourtant bien ce qui s'est produit. Parce qu'à Porto Rico, par exemple, les syndicats ont essayé de gagner plus. Donc, quand ils en sont arrivés à gagner 8 $ par jour, Porto Rico a perdu tout son travail de ganterie, lequel travail est parti en Indonésie. Naturelle, pleine ou creuse, grasse, élastique, ronde, sèche, souple, soyeuse, veloutée, flashante ou nerveuse, et encore glacée, vitrifiée, pétillée, paillée, buissonnée, feutrée. Enfin, molle ou tonnante, carteuse ou moelleuse. Ça va bien ganter, ça va... Pour un gant de femme, quoi, le toucher, quoi, le grain déjà de la peau par lui-même, il est bien plat, il est bien grainé, quoi. Ça va faire un très très joli gant. J'y suis tombé complètement par hasard. J'étais aussi bien en maçonnerie que vendeur, que représentant, donc disons comme disait M. Gavin, quoi, faire trois métiers dans sa vie, quoi. Ça arrive à tout le monde. C'est vrai que maintenant, j'ai envie d'en faire qu'un, celui-là. De me pencher à fond et de faire tout ce qu'il faut pour avancer, quoi. C'est l'individualisme qui a tué la profession en grande partie. Il y avait des jalousies telles que certains, dans leur esprit, ne le disaient pas, mais devaient penser que l'argent que gagnait le concurrent, c'était pas normal, que normalement c'est eux qui auraient dû l'avoir en plus. Alors dans ces conditions-là, il n'y avait aucune entente patronale pour résister à une concurrence extérieure. Et quant aux travailleurs, eh bien, souvent ils ne regardaient que le salaire, insuffisamment l'avenir. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, la ganterie, c'est une culture. Et cette culture a pratiquement disparu. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, Millau, avant la Deuxième Guerre mondiale, a eu employé jusqu'à 7000 salariés dans le bassin d'emploi, aussi bien sur Millau, mais aussi sur les villages et les petites villes environnantes. Depuis, nous sommes tombés à un effectif à ce jour de 80 salariés. Vous voyez que la chute n'a pas été une petite affaire. J'aurais aimé quoi, connaître au moins une partie de ce temps pour voir comment vraiment ça se passait. Mais bon, trop jeune, ça fait très longtemps qu'on m'en a parlé, du début du siècle, des années 40 jusqu'aux années 70 où il y a eu le grand déclin, disons. Il est certain que la ganterie ne pouvait tenir qu'à condition d'être plus productive, mais une productivité de bonne qualité. Or, les patrons, pour abaisser les coûts de fabrication pour faire face à la concurrence extérieure, eux ne pensaient qu'à réduire les coûts salariaux, classiquement, ou à réduire le procès de fabrication du gant au détriment de la qualité parfois. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a formé des ouvriers qui n'étaient pas des ouvriers. On a fait couper des gants au bloc.
par exemple, où on a fait faire du demi-dépeçage. C'est-à-dire qu'on coupait des morceaux de peau, et c'est tout. Et naturellement, ces gens-là, n'étant pas complets dans leur métier, se sont comportés tout à fait différemment de ce qu'ils se comportaient avant. Et je pense que ça vient de là. Beaucoup viennent de là. Pourquoi? Et parce qu'ils étaient tous plus ou moins culpabilisés. Ils étaient plus ou moins culpabilisés, tous ces gens-là. Tous ces gens qui travaillaient, bon, mais il faut dire le mot, qui travaillaient au rabais. C'est ça le malheur, parce que moi, coupeur gantier, comme j'étais les coupeurs de l'époque, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire du joli travail, du bon travail, du travail d'artiste, comme on dit. Bon, là, il m'a fallu 7 ans. 7 ans pour apprendre, disons, et encore, je suis loin de tout savoir. Disons que j'ai eu un aperçu d'un peu de tout. Tout ce qui était en ganterie, quoi, mais vraiment traditionnel. Je me suis arrêté à la ganterie traditionnelle. Et là, disons, on m'a mis à la tête de la coupe, disons. Ça marche, oui. Une plage pétrie par le ressac, léchée par l'eau. Le sable, comme la peau du pécari, de l'autruche, parsemé de cratères. Le vent sur l'eau, terme liquide en émoi. La main caresse le vent, fouille le sable. Le corps d'une femme et le grain de sa peau. Elle est moribonde, mais elle n'est pas morte. Elle peut petit à petit se reconstituer sur une base bien plus modeste. Alors on ne peut pas non plus envisager des conservatoires, parce que alors on est dans un musée permanent et c'est pas non plus la solution. Si on veut faire un joli gant, si on veut faire du bon travail, il faut le faire comme on le fait. Hein. Et si c'est pour faire changer de façon de travailler, il faut changer de produit. Il ne faut plus faire du joli gant, mais il faut faire du gant de travail. Les possibilités d'extension ne sont pas grandes, il manque des capitaux. Il faut repenser la profession, récupérer le savoir-faire pour le transmettre à une nouvelle génération qui a quand même le droit d'exiger des salaires corrects pour vivre. Actuellement, je fabrique un gant de golf. Il nous revient à environ 140-150 francs le gant, ce qui est logique puisque au sortir de nos ateliers, nous avons des gants qui tournent autour de 250, 300, 350. Nous arrivons à des prix autour de 500 pour les pécaris. Mais pour ce gant de golf qui sort de chez nous à 140, 150 francs, nous pouvons l'importer d'Asie à $1,50. Vous voyez un petit peu le différentiel. Mais moi, pour faire des gants de travail, moi j'arrête. Hein, j'arrête, je continue plus, c'est pas la peine. Moi j'ai dit, moi ça m'intéresse pas. Personnellement, je pense qu'il y aura toujours du travail. Mais du joli travail, du beau travail. Donc, ce qui veut dire tout ce qui est à côté. De jolies peaux, du personnel qui sache travailler. Et moi, malgré que je suis vraiment très petit dans l'échelle, si j'ai quoi que ce soit à apprendre à quelqu'un, ce qui se passe de temps en temps à l'heure actuelle,
Je fais suivre mon métier, ce qu'on m'a appris, etc. L'ouvrier, poète à la main pétrissante, travaille doucement cette matière de l'élasticité paresseuse jusqu'au moment où il y découvre cette activité extraordinaire, de fines liaisons, cette joie tout intime, des tout petits fils de matière. Ainsi, la matière nous révèle nos forces. Elle donne non seulement une substance durable à notre volonté, mais encore des schèmes temporels bien définis à notre patience. Aussitôt, la matière reçoit de nos rêves tout un avenir. Nous voulons la vaincre en travaillant. Nous jouissons par avance de l'efficacité de notre volonté. Le travail met le travailleur au centre de l'univers, et non plus au centre d'une société. On vient travailler, mais en plus, on se plaît à travailler. C'est tellement plaisant de travailler cette matière, qui est une matière noble, cette peau, qu'on s'y laisse prendre. Et après, eh bien, pour certains, il y a un sentiment esthétique important qui compte. Et, vous voyez, ça fait perdre peut-être un peu le sens des réalités modernes au point de vue économique. C'est pas possible, c'est toujours trop cher. On doit vous le dire à vous aussi que c'est toujours trop cher. Alors sa beauté, c'est pas vrai. Alors peut-être il y en a... C'est vrai que parmi les ouvriers, il y en a des rapides, il y en a des moins rapides, et il y en a des lents, qui font tous du bon boulot. Hein? C'est pour ça qu'il faudrait une espèce de péréquation, que ceux qui gagnent plus... Ça, c'est de l'utopie. Hein? Mais enfin, ce qu'il faut, c'est que c'est le travail qui soit le chef, le maître. Mais si c'est pas le travail, si c'est le fric, on fera que du boulot dégueulasse. Eh bien, j'ai toujours cette sensation du toucher. Ça, c'est important. Et l'amour du travail bien fait, présenter un objet fini qui soit propre, qui soit agréable. Ça, on prenait du plaisir à travailler ça. Quand une matière toujours neuve en sa résistance, quand une matière toujours neuve en sa résistance l'empêche de devenir machinale, le travail de nos mains redonne à notre corps, à nos énergies, au mot à nos même expressions, de notre langage des forces au originelles. mot même de notre langage des Enlevez forces les rêves, originelles. vous assommez l'ouvrier. Enlevez les rêves, vous assommez Négligez l'ouvrier. les puissances oniriques du Négligez travail, les vous diminuez, puissances vous oniriques anéantissez du le travail. travailleur. Vous diminuez, vous anéantissez le Chaque travailleur. Chaque travail apporte a son onirisme, chaque matière travaillée apporte ses rêves intimes. C'est vrai ça. C'est vrai. C'est contre le travail à la chaîne. Moi je dis un bon ouvrier, il faut que sa cervelle se régale au travail. Hein? Quand on commence à vous obliger à mal travailler, ben vous vous régalez plus et vous travaillez de plus en plus mal. Se sentir au centre de l'univers, vivre pour se réaliser, les rêves de la main, disparaître ou se plier à la rentabilité, plutôt disparaître que d'abandonner les rêveries de la volonté.